c'est une œuvre d'art. Une merveille de technologie. Une machine conçue pour surpasser une légende. On ne produit qu'un modèle de voiture et une fois tous les 10 ans. Un constructeur français mythique est de retour avec un bolide de 1500 chevaux vendu 2 400 000 €. Son nom, la Chiron. Nous avons dit que nous ferions une voiture capable de dépasser les 400 km/h. Et nous allons le faire. Après 10 ans de recherche et de design, une nouvelle frontière va bientôt être franchie. Ça, c'est le modèle de pré-production. Mais avant de laisser cette voiture prendre la route, il va falloir s'assurer qu'elle peut bel et bien franchir la barre des 400 km/h. Regardez, elle arrive. Chaque journée compte. Il n'y a aucune marge d'erreur. Cela fait 10 ans que Bugatti attend la venue d'une nouvelle machine. Bienvenue à Molsheim, dans le Bas-Rhin. C'est ici que Bugatti, depuis 1909, construit ses voitures de légende. Nous sommes à l'atelier. C'est ici que nous assemblons les Veyron jusqu'à maintenant. Il a fallu l'adapter à notre nouveau modèle, la Chiron. Cette usine automobile est unique en son genre. Ici, tout est artisanal. Personne ne se presse. Pourtant, la tension est palpable. La production de la toute nouvelle hypercar de la marque va commencer d'ici 6 mois. Il reste peu de temps avant que la production commence. C'est une course contre la montre. La Chiron sera fabriquée à 500 exemplaires, vendue 2 400 000 € l'unité, sans option. Un élément suffit à la décrire. Son moteur de 1500 chevaux. Son objectif, battre en vitesse de pointe celle dont elle est l'héritière. Nous détenons le record du monde de vitesse maximale pour une voiture de production, soit 431 km/h. Et la nouvelle sera encore plus rapide. La quête est audacieuse. Et pour prétendre atteindre ce but, il va déjà falloir achever le développement de la machine. Nous sommes arrivés au moment où nous allons passer du prototype à la voiture de production. Et ça ne se fait pas sans stress. Nous allons devoir réaliser les derniers tests. Ces tests sont d'une importance cruciale. Cette voiture est en tout point extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'automobile, un constructeur n'aura cherché à braver autant de lois de la physique pour atteindre son objectif. Il existe un certain nombre de limites physiques liées à des facteurs techniques. Elles sont faites pour être repoussées. Bugatti présente la Veyron en 2005. Elle fait immédiatement tomber un nombre impressionnant de records du monde. Les premiers propriétaires de Veyron pouvaient légitimement se dire que leur voiture était imbattable. Dix ans plus tard, la donne a changé. La concurrence est parvenue à produire elle aussi des machines capables de rivaliser avec la vitesse de pointe de ce bolide. La consigne que nous avons donnée était de faire nettement mieux que la fois précédente. Dès le départ, l'objectif est clair. Le moyen d'y arriver, en revanche, l'est moins. Dans un projet comme celui-ci, il faut repousser les limites de la physique. Si nous avions des solutions à tous les problèmes dès le départ, ce serait facile. Ce n'était pas le cas.
Pour faire mieux que l'Aveyron, il faut aller au cœur du problème. Aller plus vite impose de concevoir un nouveau moteur. Beaucoup de rumeurs ont circulé, disant que le moteur serait électrique ou peut-être hybride, ou que ce serait encore une fois un moteur thermique. Les ingénieurs décident que la meilleure solution était de se baser sur le fameux W16 de l'Aveyron. Notre souci principal était de trouver comment augmenter sa puissance. Cette course à la puissance est ce qui alimente l'industrie automobile depuis ses débuts. Tout commence en 1886 quand Karl Benz, un inventeur allemand, installe un moteur monocylindre de moins d'1 cheval sur une charrette à 3 roues. 20 ans plus tard, en 1908, Henry Ford convertit le monde à l'automobile grâce à sa Ford T. 22 chevaux suffiront à transformer la société à jamais. « 47 ans plus tard, la première voiture de production de plus de 300 chevaux débarque sur l'asphalte. Et un autre demi-siècle après, l'Aveyron dépasse la barre des 1000 chevaux. On trouve un peu partout dans le monde des supercars ultra puissantes et offrant de belles sensations de conduite. Dans ce marché, il faut savoir se démarquer pour sortir du lot. En quelques années, l'univers automobile s'est métamorphosé. En 2010, il existe plus de 50 modèles de voitures de production de plus de 400 chevaux. Près de 60 ont des moteurs de plus de 500 chevaux. Une vingtaine dépasse même le seuil des 600 chevaux. Nous sommes dans l'âge d'or du moteur à combustion. Nos concurrents nous ont un peu facilité la tâche. Ils nous ont offert une certaine inspiration. Si à sa sortie l'Aveyron faisait figure d'exception, il existe aujourd'hui au moins 5 hypercars dépassant les 800 chevaux et pouvant atteindre les 340 km/h. Le marché automobile est l'industrie la plus concurrentielle au monde. Des milliers d'ingénieurs au CV incroyable planchent sans arrêt pour dénicher de nouvelles innovations technologiques. La Chiron sera peut-être la meilleure hypercar de tous les temps. Elle incarnera le zénith de l'ère du moteur à combustion. Ce moteur exploite au maximum les capacités du moteur à combustion. Ça risque d'être très compliqué de loger plus de 1500 chevaux sous un capot de voiture. L'homme chargé de repousser les limites du 16 cylindres est Wolfgang Durheimer, le président de Bugatti. J'ai commencé par la moto, quand j'avais 11 ou 12 ans. J'ai vu ces pilotes de motocross foncer sur les bosses, et je me suis dit que c'était ce que je ferais quand je serais plus grand. Très vite, il réalise qu'il est plus doué pour concevoir des machines que pour les piloter. Même en m'entraînant jour et nuit, je ne serai jamais champion du monde. Alors je me suis intéressé à l'aspect technique. Pour devenir ingénieur, il intègre l'université technologique de Munich, où il obtient une bourse. Mais c'est un article dans un magazine sur la moto qui va être déterminant pour sa carrière. L'article parlait d'un problème sur des motos de course. Je me suis dit que c'était un sujet intéressant. C'est le début d'une remarquable odyssée. Le patron de Porsche m'a appelé. Vous voulez bien vous occuper de la production de la 911 ? 1 an et demi après avoir accepté ce poste, il est promu à la tête du service recherche et développement de Porsche. Au début, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit que c'était le summum de ma carrière en tant qu'ingénieur. Je pensais que je ne pourrais probablement jamais pousser la 911 au-delà de ses limites. Un coup de téléphone plus tard, il réalise qu'il se trompe et se voit offrir un poste de rêve chez Bugatti. Disons qu'il y a eu une série de facteurs chance.
Quand on connaît Bugatti et l'Aveyron, on sait que cette fois, il y a bel et bien une possibilité d'aller plus loin. Wolfgang Durheimer fait ses armes en portant la puissance du W16 de l'Aveyron à 1200 chevaux. Mais pour franchir la marche supérieure, les ingénieurs estiment qu'il faut encore augmenter cette puissance de 25%. Ce qui représente la bagatelle de 300 chevaux. Nous avons établi dès le départ qu'il fallait viser les 1500 chevaux. Ce serait alors le moteur à combustion le plus puissant jamais construit pour une voiture de production. Créer un tel moteur demande beaucoup de temps. Ça ne se calcule pas en heures, en journées ou en mois de travail, mais plutôt en années. Notre équipe a travaillé sur ce projet pendant 3 ans sans discontinuer. Il a fallu longtemps pour concevoir ce moteur, mais seulement 6 jours pour l'assembler. Le W16 a été rénové à 95%. Le secret de son rendement réside dans ses 4 turbos. Deux d'entre eux sont activés dès les bas régimes. Quand le moteur atteint les 3800 tours minute, les 2 autres entrent en action. Résultat, le couple maximum est disponible sur 70% de la courbe de puissance. Je dois vous avouer qu'on a eu quelques soucis qui m'ont tenu éveillé la nuit. Ce rendement phénoménal pose un autre problème, celui du refroidissement. Les ingénieurs ont conçu une pompe à eau capable de faire circuler 800 litres de liquide de refroidissement. C'est l'équivalent de 10 baignoires. Lorsqu'elle tourne à plein régime, cette pompe draine ces 800 litres en 1 minute. Une fois le prototype du moteur achevé, il est testé sur un banc de puissance. Et là, un autre problème se pose. On a commencé à faire tourner le moteur, mais le banc a surchauffé et il a cassé. Pour avoir une chance de faire tourner ce moteur à pleine puissance pendant 25 heures, il est nécessaire de fabriquer un banc sur mesure. C'est comme si le W16 allait parcourir la distance entre Wolfsburg et Phoenix en Arizona. Pour une voiture de ce type, la gestion de la chaleur est cruciale. Un moteur à combustion de 1500 chevaux délivre plus de 1100 kW en termes d'énergie thermique. 1100 kW, assez pour alimenter une maison en électricité pendant 2 mois. Autant dire qu'il va falloir trouver un moyen très efficace de dissiper cette chaleur. Comment parvenir à faire circuler suffisamment d'air dans le moteur de la Chiron tout en lui conservant une ligne gracieuse? Une nouvelle Bugatti, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça vous fait passer des nuits blanches. Dès qu'un problème était résolu, il fallait penser au suivant. C'est entre les mains d'Achim Hanscheit que la Chiron va lentement prendre forme. J'ai travaillé sur cette voiture pendant plus de 10 ans. J'ai dessiné des centaines de croquis, réalisé des dizaines de maquettes de différentes versions. Ça a occupé une grande partie de ma vie. J'ai misé ma carrière sur cette voiture. Ce n'est pas à l'école que Achim a appris à dessiner, mais plutôt dans les stands.
Les pilotes prennent le départ pour cette course mythique d'endurance. Je pense qu'il existe deux approches du design automobile. Soit vous avez des parents architectes ou designers, soit on vous a donné le virus de la mécanique. Mon père était pilote de moto de course dans les années 60. J'ai grandi dans les stands des Grands Prix. La plupart du temps, le design sert essentiellement à faire vendre. Chez Bugatti, l'objectif est assez différent. Quand on s'est donné pour mission de franchir la barre des 400 km/h, il faut penser autrement. Ça commence par beaucoup de réflexions qui vont donner naissance à une série de croquis. Une fois le projet couché sur le papier, il est temps de le visualiser en 3D. On commence par cette ligne-là. Mais il faut pouvoir toucher et observer la machine. Un sculpteur réalise alors une version en argile grandeur nature. Chaque détail est travaillé avec soin jusqu'à atteindre la perfection. Les lignes de la voiture doivent être belles, mais c'est surtout le flux de l'air tout autour qui est critique. Pour atteindre la vitesse de 400 km/h, il faut prendre en compte le moindre détail aérodynamique de la voiture. Maîtriser les flux à cette vitesse n'est pas simple. L'air s'écoulant autour d'un objet génère des turbulences. Ces turbulences sont l'ennemi des performances. Or, le moteur W16 a besoin d'être ventilé par d'énormes quantités d'air. Pour remédier au problème, rendez-vous chez un certain Dallara, en Italie. Ce constructeur de voitures de course s'est distingué à plusieurs reprises en Indy 500 notamment. Bienvenue dans la soufflerie de Dallara. Nous allons tester un modèle au 2/5 pour comprendre le comportement aérodynamique de la voiture. Cette entreprise a été créée en 1972. Elle a acquis la solide réputation d'être capable de maîtriser le vent. Le ventilateur de cette soufflerie a une puissance de 1000 chevaux. Il propulse l'air vers le modèle réduit. Ici, on peut générer un vent allant jusqu'à 200 km/h. C'est bien loin de la vitesse de pointe espérée de la Chiron, mais cela suffit pour observer les flux autour de la voiture. Nous avons placé une balance à l'intérieur du modèle. Il mesure la masse, ainsi que 250 capteurs de pression permettant de compiler les données. Malgré la petite taille de la maquette, il est possible d'observer le flux d'air autour et à l'intérieur de la voiture. Ce n'est pas simple de conserver de l'appui quand on dépasse les 400 km/h. À titre de comparaison, un Airbus décolle à 280 km/h. Les études en soufflerie démontrent que le flux circulant autour de la moitié supérieure arrive dans les entrées d'air avec seulement 5% de perte. L'air s'engouffre à l'intérieur de ces évents, ici, puis il est acheminé directement dans le compartiment moteur. Ces larges évents stylisés sont un exemple rare de combinaison entre design et aérodynamique. C'est un de ces moments où on se dit Eureka. Les contraintes techniques nous ont guidés vers la conception d'un élément au design unique. Quelque part, c'était un peu comme si le destin s'en était mêlé. C'est l'un des exemples les plus flagrants de mariage réussi entre le design et la quête de performance. Maintenant que le problème de l'arrivée de l'air est résolu, il reste à chercher la solution à un autre problème critique. Comment l'évacuer ? C'est cette problématique qui est à l'origine de la découpe assez originale de l'arrière de la voiture. Sur ce croquis, nous avons l'extracteur d'air et la partie inférieure du pare-choc arrière. Si on arrive à diminuer la pression ici et à envoyer l'air vers le passage de roue, je crois qu'on atteindra notre objectif. Et l'extraction de l'air par l'arrière sera efficace ? Oui, grâce à l'effet Venturi. La découpe de l'arrière de la Chiron revient à placer son pouce sur l'embout d'un tuyau d'arrosage alors que le robinet est ouvert.
Le rétrécissement de l'ouverture entraîne une montée de pression, mais également un vide générant une aspiration. L'arrière de l'achiron fonctionne de la même façon. Une zone de basse pression est générée sur environ 1,50 m, ce qui a pour effet d'aspirer l'air chaud contenu dans le compartiment moteur. Maîtriser la circulation de l'air autour d'un moteur de 1500 chevaux, c'est la base quand on veut créer la voiture la plus rapide au monde. Mais le moteur n'est pas le seul élément qu'il faut refroidir. Le W16 de l'Achiron développe 1500 chevaux. Mais pour arrêter ce bolide lancé à pleine vitesse, il faut employer quelque chose d'au moins 2 fois plus puissant. Pour arrêter l'Achiron lancé à 400 km/h, il faut 3000 kW. C'est la quantité d'énergie nécessaire et il faut trouver un moyen d'évacuer la chaleur générée. Pour refroidir les freins, les ingénieurs ne font pas dans la demi-mesure. Nous avons un évent situé dans les optiques avant qui achemine de l'air sous pression jusqu'au niveau des freins. L'Achiron, tout comme l'Aveyron, freine non seulement grâce à ses disques, mais aussi grâce à un aérofrein. Si vous roulez à 400 km/h et que vous freinez, l'aérofrein s'active et vous obtenez une décélération pouvant atteindre 2 G. Soit 2 fois le poids du corps du pilote. La puissance du freinage de l'Achiron est phénoménale. Les freins ont une puissance 3 fois supérieure à celle du moteur. Ces freins sont testés sur un banc d'essai. On a des nouvelles du centre d'essai de Michelin? Oui. On en a terminé avec les freins. On va maintenant pouvoir tester les pneumatiques. Il faut plus qu'un moteur surpuissant et des gros freins pour pouvoir évoluer à ces vitesses. Le choix des pneus s'avère également crucial. On sait qu'on va y arriver, mais on ne sait pas encore comment. C'est au centre de recherche de Michelin à Clermont-Ferrand que cette mission a été confiée. Le centre est notamment doté d'un circuit d'essai mettant les pneumatiques à rude épreuve dans toutes les conditions d'adhérence. Pour ce type de pneus, nous cherchons à obtenir un bon équilibre entre l'adhérence, le comportement à haute vitesse et la durée de vie. Nous ne sommes qu'à quelques mois de la sortie de l'Achiron. Ces pneus doivent encore subir l'épreuve ultime au centre d'essai de Michelin Aviation à Charlotte, en Caroline du Nord. Nous sommes dans un endroit quasi secret. Ici, on peut tester des pneus dans des conditions extrêmes à plus de 400 km/h. On cherche à battre notre propre record. Mais à ces vitesses-là, les pneus sont soumis à une véritable torture. À plus de 430 km/h, la force qui s'exerce au niveau de la valve du pneu est 3000 fois supérieure à la normale. Michelin conçoit des pneus qui sont utilisés pour les 24 heures du Mans. Lors de cette course, les voitures atteignent les 340 km/h. L'Achiron doit être capable d'aller 25% plus vite. C'est pour ça qu'on doit venir ici. Le banc qu'on utilise habituellement pour le Mans ne permet pas d'atteindre de telles vitesses. Nous avons des simulations informatiques qui permettent d'estimer comment se comporte le pneu à ces vitesses. Mais rien de concret parce que personne ne l'a fait avant nous. Afin de mener cette expérience, les ingénieurs vont utiliser le banc d'essai de pneumatiques le plus puissant au monde.
La phase de production approche. Et enfin, je constate que ce pneu peut évoluer à cette vitesse. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors que l'échéance approche, l'un des éléments clés de la conception de la Chiron pourrait s'inspirer de la nature. Après 10 années de recherche, Bugatti a enfin choisi le cap à suivre pour sa nouvelle hypercar. La marque vient de créer et de tester un moteur de 1500 chevaux. Le design de la carrosserie tient compte des contraintes aérodynamiques. Les pneus et les freins sont au point. Pourtant, le sprint final ne fait que commencer. Nos collaborateurs font face à un défi qui se renouvelle chaque jour et qu'il faut surmonter à chaque fois. Sans droit à l'erreur. Le décompte avant la livraison de la première voiture poursuit inexorablement sa route et la tension monte. Ce projet, c'est ce qui prime. Il y a des gens dans notre équipe qui ont même oublié l'anniversaire de leurs enfants. L'objectif de l'équipe de design est d'arriver à faire coexister les contraintes techniques et leur sensibilité artistique. On imagine d'abord le design général de la voiture, ensuite le côté technique. C'est encore une fois chez Dallara que ces deux univers se rencontrent, dans les ordinateurs d'une équipe d'ingénieurs travaillant sur la conception de la monocoque. Comme vous le voyez, on est assez nombreux à travailler sur ce projet. Contrairement à une voiture à châssis tubulaire, une monocoque voit sa rigidité assurée par une carrosserie en un seul tenant. La conception de celle de la Chiron tient compte des expériences menées en soufflerie. On utilise un logiciel de CAO en 3D et nous réalisons des simulations sous FEA. Le FEA est un logiciel permettant de simuler les différentes forces subies par la voiture. Nous sommes en train d'observer la rigidité et la résistance de certains points de la structure monocoque. L'opération commence sur un écran d'ordinateur, avant d'être transférée à bord d'un simulateur de conduite très perfectionné. Il permet de tester une voiture avant même sa construction. Au total, plus de 100 000 simulations seront réalisées. Nous avons atteint une raideur structurelle assez importante. Pour cette voiture, la raideur angulaire dépasse les 50 000 Nm. Ce chiffre n'évoque pas grand-chose pour une oreille non initiée. Disons que si vous placiez deux petits monospaces sur la roue avant gauche, la roue arrière droite ne se soulèverait que d'1 degré. Le secret d'une telle réussite réside dans ce que nous a appris Mère Nature. En effet, la structure de la voiture s'inspire du nid d'abeille. On place une structure en nid d'abeille en carbone entre deux feuilles de carbone. C'est une technique que nous avons empruntée à l'aérospatiale. « 50 techniciens hautement spécialisés mettent au point cette structure dans une chambre stérile. Il faudra en tout 150 feuilles de carbone et 1500 heures de main-d'œuvre pour assembler une seule monocoque. En premier lieu, il faut placer les feuilles dans un moule. Ensuite, la pièce est mise dans une autoclave où elle va cuire à 135 degrés pendant une quinzaine d'heures. Puis, elle est transférée dans une salle hermétique dans laquelle une fraiseuse va retirer toutes les scories, ce qui prend une journée environ.
Enfin, la monocoque est entièrement numérisée à l'aide d'un scanner laser 3D afin de vérifier que toutes les cotes sont parfaitement exactes. Au final, la monocoque ne pèse que 100 kg. Elle est composée de suffisamment de fibres de carbone pour faire 4 fois et demi l'aller-retour entre la Terre et la Lune. L'échéance approche, tandis que les ingénieurs de Bugatti œuvrent sans relâche au développement d'une voiture attendue depuis plus de 10 ans. Maintenant que la monocoque a été assemblée, il est temps de la mettre à l'épreuve. On réalise des tests sur banc d'essai avant ceux sur circuit. Cette machine permet de faire subir à la structure toutes les sollicitations qu'elle pourrait rencontrer dans les conditions réelles. Au bout de 3 semaines, la voiture subit l'équivalent d'1 an de route. Ce banc d'essai nous permet d'avoir pour la première fois un réel aperçu de la rigidité de la monocoque. Peu de gens connaissent aussi bien la Chiron que Willy Nettuschil, son ingénieur en chef. Je n'en reviens pas, sincèrement. Pour un ingénieur, c'est un boulot de rêve. On n'ose jamais croire qu'on puisse avoir un tel poste un jour. Sa passion pour l'automobile, Willy ne l'a pas contractée sur les circuits. Mais dans la boue, il a dirigé l'équipe du pick-up de Volkswagen. Juste après mes études d'ingénieur, je me suis spécialisé dans les 4x4. C'est lui qui supervise la première sortie en public du prototype de la Chiron dans les Alpes. La mission peut paraître agréable, mais c'est surtout un moment clé dans l'évaluation de la progression du projet. Je fais des essais de la voiture assez régulièrement pour sentir les réactions qu'elle peut avoir et déterminer sur quel point nous devons encore travailler. Le convoi met ensuite le cap sur le fameux circuit de Nardo en Italie. Construit en 1975, il présente une piste circulaire inclinée de 12 km 500 si imposante qu'elle est visible de l'espace. Pendant les essais à Nardo, je me souviens avoir ressenti quelque chose au niveau de l'essieu arrière qui ne me plaisait pas. Il a fallu qu'on modifie certaines caractéristiques de l'essieu arrière. Maintenant que ça a été fait, est-ce qu'elle réagit mieux à grande vitesse? On réalise des tests tous les 15 jours et à chaque fois je retiens ma respiration pour qu'on ne soit pas obligé de retourner à la planche à dessin. Si ça devait se faire, ce serait une catastrophe. La mise au point de la Chiron ne se fait pas que sur circuit. Si certains prototypes ont la vie dure, d'autres connaissent un destin plus paisible. Bienvenue à IndyCar. Un atelier regroupant un petit nombre d'artisans passionnés. C'est ici que l'intérieur de la Chiron va être préparé. Chaque panneau est réalisé par un seul artisan. Il est ensuite posé sur une réplique de la voiture afin de s'assurer qu'il est parfaitement ajusté. Puis, ces garnitures sont livrées à Molsheim, à 550 km de là. Il ne reste que quelques semaines avant la première livraison. L'atelier Bugatti est en pleine effervescence. C'est la dernière étape avant le début de la production. Tout est assemblé à la main. Vous ne verrez aucun robot dans notre atelier. Nous réalisons plusieurs tâches en même temps, comme en F1.
3 paires de bras sont nécessaires pour glisser le moteur en place. La partie arrière du châssis est fixée à l'habitacle par 14 boulons. Quand vous travaillez sur une voiture prévue pour dépasser les 400 km/h, le moindre détail compte. Au bout d'une semaine, l'Achiron est enfin prête à faire ses premiers tours de roue. Ici, nous réalisons des tests dynamiques pour les freins, par exemple. Puis, les flancs sont posés. Il s'agit du plus grand panneau de carrosserie en carbone du monde automobile. Viennent ensuite les portières, les passages de roues et le capot moteur. L'attention portée au détail est absolue. Une fois la carrosserie achevée, il reste à poser les éléments intérieurs. Quand vous produisez une machine à 2 400 000 €, l'authenticité est de mise. Les prototypes sont ensuite expédiés en Allemagne afin de passer l'ultime épreuve. Elle se déroule au seul endroit sur Terre où il est possible de pousser la Bugatti au maximum de ses performances. Bienvenue à Air Alessine, sur l'un des circuits d'essai les plus innovants de la planète. C'est ici que le verdict va tomber. Soit le feu vert est donné, soit le projet reprend à partir de la planche à dessin. Air Alessine, c'est un peu notre bureau. Ce circuit est la terre promise des hypercars. On y trouve la seule ligne droite au monde où ces bolides peuvent tutoyer les 450 km/h en toute sécurité. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la section vitesse de pointe. La mise au point d'une hypercar est un véritable marathon. Avant de battre le record du monde, il faut progresser par étapes, en ménageant la machine. Aujourd'hui, l'objectif est de franchir la barre des 400 km/h pour la première fois. Nous allons réaliser le test ultime. Celui qui va nous révéler si nous avons gagné notre pari ou non. La première livraison approche à grands pas. L'équipe ne peut plus se permettre de retard. Nous allons faire un test de stabilité à 400 km/h. Mais pour ça, il va falloir augmenter très progressivement la vitesse. Le moindre petit réglage a un effet considérable. Après quelques tours, le pilote revient au stand. Il n'arrive pas à dépasser les 400 km/h parce que l'aileron ne se déploie pas correctement. Si le problème n'est pas résolu, il faudra retourner à l'atelier. J'ai dit aux ingénieurs que la voiture se comportait bizarrement dans le virage. Avant que le pilote ne reparte, les ingénieurs contrôlent le logiciel de déploiement de l'aileron. Essaye encore? Tu veux? Oui. Je redémarre le moteur? Oui. Voilà, on va bien voir. On a regardé d'où pouvait venir le problème. Normalement, ça devrait fonctionner. Mais en tant qu'ingénieur, je veux qu'il n'y ait aucun défaut sur la voiture. Après quelques tours, le pilote est prêt à faire un nouvel essai. L'Achiron boucle les tours très rapidement. Quand on est à bord, on a l'impression de voler.
Quand on roule à 400 km/h, il vaut mieux éviter les imprévus. Il aura fallu plus de 200 trains de pneus, 5500 tours sur circuit et plus de 100 000 km sur banc d'essai pour arriver à ce stade. Il ne reste plus qu'à franchir la barre fatidique des 400 km/h et l'équipe pourra lancer la production de la Chiron. Ce n'est pas le genre de choses qui s'improvise. À sa vitesse maximale, la Chiron parcourt 120 mètres par seconde. Enfin, le pilote parvient à pousser son bolide au-delà des 400 km/h. La vitesse exacte restera un secret industriel. En tout cas, elle est suffisante pour que la phase de production commence. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour peaufiner le moindre détail. Et maintenant, regardez le résultat. Les retours de notre pilote sont très positifs. Après des années de travail acharné, Bugatti est sur le point d'annoncer une heureuse nouvelle. La naissance d'un nouveau modèle, attendu depuis plus de 10 ans. Ça a été un défi colossal. Beaucoup de stress, beaucoup de problèmes à résoudre. J'ai l'impression qu'on a enlevé un poids de mes épaules. Cette fois, je suis au sommet. J'ai réussi. Je plaisante souvent avec mes confrères qui produisent 10 voitures par an en leur disant que nous, on fait l'inverse. Mais je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. La Chiron est née, mais Bugatti ne compte pas se reposer sur ses lauriers. L'avenir dira si la marque est capable de battre son propre record de vitesse pour une voiture de production, détenue à ce jour par la Veyron Supersport. Je pense souvent à ce record. Je suis certain qu'on pourra le battre, mais nous sommes aux limites des lois de la physique. Depuis le début du XXIe siècle, Bugatti est devenu la référence en matière de puissance et de vitesse pure. La nouvelle machine a le potentiel pour atteindre des performances jusqu'à présent jugées utopiques. Nous avons voulu montrer au monde jusqu'où nous pouvons pousser une voiture homologuée pour la route et mettre au défi tous nos concurrents de nous battre. Et je sais qu'ils sont nombreux à vouloir le faire. Nous adorons la compétition. C'est comme une course. Courir tout seul, ce n'est pas drôle. Quand on a quelqu'un à qui se mesurer, c'est plus intéressant. La Bugatti Chiron est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de mécanique. Elle marque certainement le point d'orgue de l'ère du moteur à combustion.